Donc, qu'est-ce que je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer aujourd'hui avec ce titre sibyllin. Alors, une introduction qui est en même temps en réalité un plan, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ça part d'un travail que j'ai fait qui est en réalité mon premier projet de grande envergure en tant que data scientist, vu que j'ai fini une formation dans le domaine cette année, qui consiste à faire de ce qu'on appelle donc du topic modeling, donc de la modélisation de thèmes avec des méthodes de machine learning, et un peu les leçons épistémiques que j'essaye d'en tirer sur des sujets analogues à celui qui nous réunissent aujourd'hui. Donc, je vais aller du général au particulier, disons. Donc, avant d'arriver à ce que j'ai fait en dernière partie, je vais partir de certains problèmes génériques dans la relation entre l'emploi du calcul et les sciences humaines et sociales. Pas tous les problèmes génériques, mais disons ceux qui me semblent à la fois suffisamment vastes et suffisamment reliés à ce que je vais évoquer en fin d'exposé. Donc c'est purement à des fins de service de la dernière partie, si vous voulez. Et ensuite, je vais montrer comment ces problèmes généraux prennent une forme particulière, mais contrairement à ce qu'on pourrait supposer dans un premier temps, sont toujours pertinents pour l'apprentissage automatique. Et après, je passerai donc à mes différentes aventures et mes aventures en tant que programmeur. Alors, pour les problèmes qu'on peut qualifier de génériques. Alors, le premier problème, quand on dit est-ce que quelqu'un qui vient des sciences sociales et des humanités qui se met à employer un calcul, donc des outils, des programmes, des algorithmes, bref, se mettent à utiliser des outils formels, et qu'on se pose donc la question, est-ce qu'elle ou il a besoin de comprendre le calcul qu'il emploie? Alors la première question pour moi évidente, c'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de calcul, et notamment est-ce qu'on parle de la spec ou est-ce qu'on parle de l'implémentation? En sachant que pour moi, je ne comprends pas vraiment spec et implémentation comme une dichotomie. Spécification. Spécification désolé, je commence à devenir un peu métier là dans ma façon de parler, mais donc la spécification, c'est-à-dire la description de ce que le programme fait, et l'implémentation de comment le programme le fait. D'accord. En sachant que je ne comprends pas ces questions comme une dichotomie qui séparerait deux choses complètement exclusives l'une de l'autre, vu que ce qui est la spécification d'une chose peut devenir à un autre niveau l'implémentation de quelque chose de plus abstrait. Donc c'est plutôt une question de niveau d'abstraction qu'une dichotomie entre deux choses, deux entités complètement exclusives l'une de l'autre. Donc, à quel niveau d'abstraction est-ce qu'on regarde en fait notre calcul quand on se pose ce genre de questions? Et je prends un exemple volontairement complètement stupide, mais volontairement complètement stupide, qui est: je suis démographe et j'additionne la population de la région A et de la région B pour obtenir la population globale. Quand je fais ça, est-ce que j'ai besoin de savoir l'algorithme exact avec lequel je calcule l'addition? En sachant qu'évidemment, je peux la faire à la main avec une représentation décimale et le bon vieil algorithme qu'on nous a appris à l'école. Ou si je le fais sur un ordinateur, en réalité, c'est fait en binaire, hautement parallélisé, avec un usage très, très, très optimisé de mes processeurs. Et donc, ce n'est pas du tout la même bête que l'addition qu'on m'a appris à l'école. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sophistiqué, très différent de nature. Mais la question, pour le point de vue du démographe imaginaire, c'est est-ce qu'il s'en fiche en fait? Qu'est-ce que ça a à faire avec ce dont il a besoin? Ce qu'il lui faut, c'est savoir que c'est une addition, savoir que c'est les bonnes entrées et savoir que le calcul est correct. Et à partir du moment, il a le droit de prendre l'addition de la population A et B comme la population totale qui l'intéresse. Et c'est tout ce qui l'intéresse. A priori, le détail de l'implémentation de l'addition dans son ordinateur, c'est complètement sans pertinence. Donc il faut rappeler que il n'y a aucune raison de penser que le calcul dans tous ces détails soit intéressant en soi. Ça n'a rien d'une évidence. Donc la vraie question, une fois qu'on sort des exemples volontairement simplifiés juste pour faire illustrer un point théorique, c'est quel niveau d'abstraction est nécessaire pour quel problème. Et alors, pour continuer sur ce thème, je reviens alors ce que je vais appeler faute de mieux, parce que c'est vraiment un terme complètement foutraque. L'intuition, on va dire
on dirait presque les intuitions métiers, si on se parlait comme dans l'industrie, c'est-à-dire en réalité les intuitions de la personne qui vient des sciences sociales et humaines, avec les méthodes formelles. Alors, je vous présente, disons, quelque chose qui est un chemin de relation, disons, bien connu entre les sciences sociales, les SSH, et les méthodes computationnelles. Je ne dis pas que c'est le seul, hein, mais c'est un qui est bien connu et que j'ai eu le privilège de rencontrer à de multiples reprises dans mes études de philosophie des sciences et que je rencontre maintenant de façon très concrète dans ce que je fais. Donc l'idée, c'est qu'on part d'un problème qui est posé de façon intuitive, de manière intuitive, c'est-à-dire en fait en langue naturelle, sans mathématiques et sans calcul. Alors évidemment, ça peut se discuter si c'est toujours le cas en sciences sociales. Il y a des sciences sociales qui sont nativement mathématiques, on pourrait dire, notamment, on vient de parler de la théorie du choix social, où évidemment certains principes de l'économie ont été d'emblée mathématisés. Donc on peut dire qu'il y a certaines sciences sociales qui parlent pas d'un problème en langue naturelle, mais qui parlent en fait d'emblée de quelque chose qui est mathématisé. Mais même dans ce cas-là, ça peut se discuter parce qu'on peut dire qu'ils se réfèrent quand même implicitement à des intuitions sur le monde social qui restent un peu sous-jacentes, mais qui sont là tout de même. Donc c'est pas totalement évident, mais disons que assez fréquemment on parle d'une science sociale, donc on va parler de problèmes qui d'abord se sont posés en langue naturelle avant d'être l'objet de méthodes formelles. Donc ce qu'il faut faire, c'est traduire un problème qui a été posé en langue naturelle en un problème qui soit formel. Donc il y a une étape importante de traduction des problèmes, et c'est ça qui est censé nous donner une spécification. Et ensuite, eh bien, on doit exécuter une méthode computationnelle qui satisfasse cette spécification formelle. L'enjeu étant de savoir, quand on a passé toutes ces étapes, je vais prendre un exemple bientôt parce que là c'est très abstrait, mais l'enjeu étant évidemment, quand j'arrive à avoir la sortie de mon calcul, est-ce que j'ai le droit de voir la sortie de mon calcul comme une solution à mon problème initial, c'est-à-dire mon problème intuitif ou pas? En sachant que dans le cas de l'addition, la réponse était évidemment oui. Je me fiche des détails, mais en même temps, c'est évident que c'est pertinent pour ce que je fais. Tandis que dans d'autres cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors là, c'est une petite remarque méthodologique dont je me suis rendu compte pleinement qu'en préparant, c'est transparent pour vous. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est des problèmes en réalité assez classiques dont je vous parle, qui sont très très bien connus dans l'histoire des sciences sociales et dans l'histoire de la philosophie des sciences aussi. Et en même temps, d'un point de vue méthodologique, il n'y a pas de méthode systématique pour ça. C'est des problèmes qu'on a rencontrés je ne sais combien de dizaines de fois, et pourtant, on n'a pas d'approche standard pour ces choses-là. C'est des choses qu'on fait au cas par cas, toujours. C'est assez fascinant. Il n'y a pas de méthode systématique pour savoir si votre calcul correspond à votre intuition de départ. Il n'y en a pas. Il y a plein d'approches, il y a plein de tentatives, il y a plein de travaux qui ont été faits, mais il n'y a pas de méthode systématique. Et vous voyez que vous pourriez par exemple, avoir toute la connaissance mathématique du monde, et être complètement gros-jean comme devant quand votre collègue sociologue va vous dire « Oui, mais en quoi est-ce que ça répond vraiment à mon problème de départ ?» Vous voyez, il y a une vraie difficulté méthodologique là-dedans, très très profonde. Et je vais essayer de revenir. Et je me demande d'ailleurs si la philosophie des sciences a vraiment rendu tout le respect qu'elle devait à ce genre de problème récurrent. C'est aussi un problème qui m'habite un peu en ce moment. Donc, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, alors il y a un deuxième problème qui est le problème, après le problème de la traduction des problèmes intuitifs en problèmes formels, le problème de la validation des résultats de données par vos méthodes formelles. C'est-à-dire, très simplement, on va voir qu'il y a des moments où ça vous arrive pour de vrai, ça m'est arrivé beaucoup. Qu'est-ce qui arrive si le résultat de votre méthode computationnelle est contre-intuitif? C'est-à-dire, ne vous semble pas évidemment valide du point de vue intuitif de départ. Qu'est-ce que vous en faites de ce résultat? Alors, quand je vous parlais de modélisation de thème, bon, quand vous avez un résultat en modélisation de thème, c'est pas un thème comme un mot ou une phrase, c'est un sac de mots qu'on identifie avec ces termes les plus fréquents dedans. Donc en gros, vous avez 3, 4, 5, 6 mots les plus fréquents, et à partir de là, vous essayez de deviner le thème que ça représente. La dernière étape de mettre ça dans une expression synthétique, c'est vous qui la faites en lisant les résultats. D'accord? C'est pas l'ordinateur qui vous la donne. Et le problème, c'est qu'il y a des moments où vous vous retrouvez avec des résultats. Moi, je me suis retrouvé avec des résultats comme celui-là, vous voyez. Alors, je vois plateforme, ouvert, usage en ligne, public. Ça parle de quoi, ça? Je sais pas, en fait.
Je ne sais pas peut-être que ça parle de quelque chose d'intéressant, mais je ne sais pas en fait de quoi. C'est le thème sous-jacent ici, c'est quoi? Je ne sais pas. Et je ne sais même pas quel est mon problème en fait. Est-ce que ça c'est un bug? Est-ce que je dois considérer que le calcul à un moment ne correspondait plus à ce que je voulais qu'il fasse? Est-ce que c'est un résultat contre-intuitif, ce qui serait très intéressant? Ça veut dire qu'on arriverait à obtenir des résultats avec ces méthodes qu'on n'arrive pas à la main, donc ce serait très intéressant. Ou est-ce qu'on est obligé de revenir à la compréhension initiale de notre question? Ça m'est arrivé aussi à de nombreuses reprises pour voir s'il y a une manière d'ajuster la question. Ne pas la considérer initiale, j'entends la question intuitive, et ne pas la considérer comme sacro-sainte. Donc il y a cette question méthodologique, encore une fois très générique, qui est que j'ai un outil pour valider les résultats indépendamment de l'examen des étapes du calcul. C'est ce rapport de validation, non pas par interne, par examen du calcul, mais externe, par confrontation à l'intuition sur les résultats. Et qu'est-ce que ça change dans les rapports méthodologiques entre les disciplines quand on a ça ou quand on ne l'a pas? Et enfin, un troisième problème générique, c'est le dernier, pour finir cette première partie. Qu'est-ce que faire de la pluralité des formalisations? C'est-à-dire, quand on fait une formalisation d'un problème intuitif, on n'a pas toujours un résultat unique. En fait, il arrive souvent qu'on en ait plusieurs. Il y a plusieurs traductions. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette pluralité et comment est-ce qu'on l'interprète? Est-ce que c'est parce qu'on a produit une analyse conceptuelle d'un concept vague, ou deux concepts vagues, ou deux questions qui étaient vagues, et que donc cette explosion de ma question initiale en plusieurs sous-questions est en fait le fruit d'une clarification conceptuelle? Est-ce que c'est un échec? En réalité, on est obligé d'avoir plein d'approches tout simplement parce qu'on n'a pas la bonne et qu'on est obligé de se livrer à des grosses approximations ou qu'on a fait des erreurs et que donc on n'est pas réussi à trouver un résultat qui soit stable. Ou alors, est-ce qu'on peut le voir comme par exemple plusieurs prises d'angle pragmatique sur un problème conceptuel? Notamment quand vous vous confrontez à des questions de calcul, il y a des choses assez triviales, hein, comme il faut que le calcul finisse, il ne faut pas que mon ordinateur s'effondre, il faut que j'arrive à avoir les données qui tiennent dans ma mémoire, etc. Enfin, vous avez plein de problèmes concrets, et donc vous pouvez prendre plein de décisions pragmatiques pour arriver au bout, qui se justifient, vu que c'est ce qui vous permet d'avoir un résultat, mais qui peut avoir un peu un impact, évidemment, en termes de la façon dont vous abordez votre problème initial. Je me rappelle d'une conversation très, très amusante avec un directeur d'un laboratoire de machine learning à Tübingen, le Colab, Alvaro Terreiro, qui est quelqu'un qui fait de machine learning, mais pour les autres laboratoires de l'université de Tübingen. Donc c'est quelqu'un qui est en charge justement de l'interface entre informatique et autres sciences. Et il me dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses un programme dégueulasse très vite pour te rendre compte de ce que c'est que d'écrire un programme. Parce que vous, les gens qui venaient des sciences sociales et de la philo, vous avez des superbes idées, vous avez des super concepts, et puis après vous allez devoir découvrir dans la douleur ce que c'est que de devoir prendre 50 décisions contingentes pour faire marcher l'ignoble machin que vous êtes en train d'écrire. Voilà, il faut se frotter à la contingence de la technique et le fait qu'on est obligé de prendre plein de décisions pragmatiques pour que le bousin fonctionne. Voilà. Mais ça fait partie de la pratique, hein, c'est comme ça. Et le problème se pose aussi dans les pratiques expérimentales, dans la mesure, etc. Mais voilà, dans quel cas je suis parmi ces trois options. Et alors, vous allez voir, il y a quelque chose de très particulier avec l'idée des thèmes, de thèmes de recherche. Et ça m'a fasciné vraiment. C'est que quand on parle de comparaison entre l'intuition et la formalisation, on suppose en général qu'on peut au moins verbaliser le concept de départ. On peut en donner des définitions ou une forme d'analyse, si ce n'est une définition. Là, dans le cas des thèmes, si je vous demande, donnez-moi une définition non triviale de ce que c'est qu'un thème. Le thème d'un texte, ou le thème d'un chercheur, ou le thème d'une communauté de recherche. Donnez-moi une définition non triviale de ça. J'en connais pas et j'ai pas réussi à en trouver une. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'en fait on pratique intuitivement, identifier les thèmes d'un texte, d'un auteur, d'un domaine, d'une discipline. Mais on n'a pas de méthode systématique. Et on a à peine en réalité de transparence sur le mécanisme par lequel on fait ça. Donc c'est un concept opaque en fait, le concept de thème. Et la façon dont on le fait intuitivement est opaque aussi.
Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, ce genre de concept opaque qu'on emploie très facilement mais qu'on ne sait pas s'expliquer à nous-mêmes, bah, c'est un thème classique de l'IA, en réalité. On va y revenir. Mais sauf qu'en général, quand on pense à ces concepts opaques, on pense évidemment à des choses comme, on va y revenir, comme des choses plutôt perceptives. Bon, qu'est-ce qu'un chat? Je ne sais pas définir ce que c'est un chat, mais je sais en reconnaître quand j'en vois un. Je veux une machine qui reconnaît les chats quand il en voit un. On ne pense pas à quelque chose qui fait partie de la méthodologie commune de la recherche dans toutes les disciplines, c'est quels sont les thèmes de mon domaine. Et pourtant, c'est exactement la même chose. C'est un concept intuitif et opaque également. Et alors, pour finir, bon, je vais passer très vite là-dessus, j'ai peur de prendre trop de temps. Donc là, c'est un petit peu mon slide pour vous dire que je me demande si la philosophie des sciences a bien rendu justice à toutes ces difficultés méthodologiques qui sont pourtant bien connues. Alors évidemment, on peut se demander, voilà, est-ce qu'on parle de comprendre un calcul ou de comprendre en fait un modèle sous-jacent au phénomène que l'on calcule? Donc, est-ce qu'on doit comprendre les algorithmes comme des modèles? Alors ça, vous avez des travaux notamment de Bernard Chazelle là-dessus, où il dit que dans la science récente, on finit par s'éloigner d'une science où l'objet fondamental, c'est l'équation, notamment l'équation différentielle, pour devenir en fait, de prendre l'algorithme lui-même comme modèle. Non pas comme moyen d'exécution d'un modèle qui serait donc une équative, par exemple, mais c'est l'algorithme lui-même qui est le modèle. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un algorithme, c'est un modèle? Est-ce qu'on doit dire que le calcul, que la formalisation des problèmes, c'est une forme de reconstruction rationnelle ou d'explication carnapienne d'un concept de phénomène, donc pas du phénomène lui-même, mais des concepts qui portent sur eux, ce qui est encore autre chose. Peut-être plusieurs traditions auxquelles vous pouvez penser très spontanément, mais alors vous voyez que ces traditions-là, c'est des traditions qui ont été beaucoup dominées par les sciences de la nature. D'accord. Quand vous lisez Carnap, vous avez beaucoup de questions sur les fondements des maths, vous avez des exemples qui viennent souvent de la physique. Vous n'avez pas énormément de questions sur les sciences sociales. Même si je sais très bien, avant que M. Wagner ne m'étrangle, je sais très bien qu'il y avait des économistes dans le cercle de Vienne et qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à tout ça. Et puis, c'était aussi des grands marxistes pour beaucoup d'entre eux. Donc, je sais très bien qu'il y avait un vrai intérêt pour ces questions chez eux. Mais ce qu'en a retenu la tradition de la philosophie des sciences, c'est pas ça. Et donc, on a une tradition qui est très dominée par les philosophies de la nature, alors qu'en réalité, c'est des problèmes-là qui nous sont classiques en sciences sociales. Alors, juste pour vous prendre un exemple très, très simple et très d'actualité, l'inflation. Si vous voyez, j'avais lu un joli texte de présentation des difficultés de la mesure de l'inflation par Valérie Charol dans Se libérer de la domination des chiffres. En réalité, ce que vous voyez quand vous devez mesurer l'inflation, donc vous partez d'un concept intuitif qui est oh, la vie devient plus chère, ma bonne dame. Et vous êtes obligé d'essayer d'en faire une mesure à l'échelle d'une société entière, d'une population entière. Et pour ça, en fait, vous êtes obligé de prendre plein de décisions très difficiles, notamment vous êtes obligé de créer un panier de consommation représentatif, qui est aussi réaliste, évidemment, que le français moyen, qui n'existe pas, mais qui est une entité statistique, en sachant que ça pose des problèmes de difficulté très, 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 très complexes. Le résultat final et la raison des décisions que vous prenez. Vous êtes aussi obligé de prendre des décisions subtiles sur la classification des biens, parce que vous êtes obligé de faire ensuite une analyse d'un panier, elle suppose des différents types de biens, donc vous êtes obligé de faire de la classification des biens qui sont sur votre marché, ce qui n'est pas évident non plus. Et vous êtes même obligé de faire des décisions très subtiles sur la nature de la valeur en fait, des objets que vous mesurez. Quand on dit par exemple le prix par exemple de la première gamme de produits en informatique est stable, on va dire le top du panier Apple, ça reste à peu près la même chose, vous voyez, en termes de prix. Oui, mais en même temps, les fonctionnalités logicielles n'arrêtent pas de changer. Alors, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis que le produit a un prix stable en informatique, ou est-ce que je dis qu'au contraire, c'est le prix des fonctionnalités logicielles qui décroît sans cesse? Ça dépend qu'est-ce que vous choisissez comme entité, et ça dépend quelle théorie de la valeur vous avez, en fait. Est-ce que le prix est fait pour mesurer les fonctionnalités logicielles ou pas? Non, c'est pas évident, en fait, comme question. Donc on dit en général que c'est des produits qui sont stables, alors qu'en réalité, c'est des produits qui évoluent en permanence. Donc vous voyez qu'il y a des décisions subtiles sur la nature de la valeur mesurée, qu'est-ce que vous mesurez par votre valeur, qui n'ont rien d'évident. Donc ça, c'est un problème très très classique, d'accord, en économétrie, par exemple.
Alors, Alain Desrosières, le célèbre directeur de l'INSEE et sociologue et historien, a beaucoup parlé de ça dans ses écrits, du rôle massif des conventions dans la construction des outils statistiques, notamment au service des politiques publiques, et dans l'histoire de la statistique en général, ce qui rend tout vu, disons, spéculaire, représentationnel de ce genre de choses assez douteuse, il faut bien dire. Mais comment est-ce qu'on les comprend exactement, ces décisions? Alors on dit des conventions, mais c'est pas, je ne pense pas que ça élimine absolument tout et que ça rend tout trivial, de dire que c'est des conventions. Donc, question pour la bonne bouche, est-ce que la philosophie des sciences a vraiment rendu justice complètement à cette tradition méthodologique qui pourtant est très vivante en sciences sociales? Et donc, on a identifié trois problèmes génériques, d'accord, ici. Quel niveau d'abstraction, donc spec contre implémentation? Quel rapport de l'intuition à la validation finale des résultats produits par la méthode formelle? Donc, est-ce que l'intuition est un contrôleur de la méthode formelle ou l'inverse? C'est un peu la question aussi des rapports entre les deux choses. Et la pluralité des formations et sa signification. Et on va voir comment ces problèmes-là se réactivent pour le machine learning. Alors, le machine learning, justement, parfois, on peut le décrire. Il a été décrit, notamment dans certains articles de chercheurs, comme de la calcul sans spec, du calcul sans spécification. C'est-à-dire, on fait du machine learning, notamment les méthodes opaques modernes, quand on s'affronte à un problème pour lequel on n'a pas de formalisation propre. Donc, encore une fois, il n'y a pas de formalisation propre de qu'est-ce qu'un chat, ou plutôt qu'est-ce qu'une image de chat. Il n'y a pas de formalisation propre de quels sont les films favoris d'Alberto Naibo, par exemple. C'est pas facile de formaliser ça. Donc, on va employer des méthodes statistiques qui vont être assez bonnes à produire un résultat qui semble pertinent par rapport à cette question originelle, mais sans jamais produire une formalisation de la question initiale. Alors, c'est très difficile à nouveau de caractériser qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on fait ça. Alors, il y a certains gens qui disent que c'est du calcul sans spécification. Certaines personnes refusent ce genre de choses-là, parce qu'en réalité, il y a une spécification d'un point de vue mathématique, c'est du calcul matriciel essentiellement. Hein. Enfin, c'est la multiplication d'un vecteur par une matrice, finalement, tout ça. Donc, d'un point de vue mathématique, ça a une spécification. Le problème, c'est que cette spécification ne me dit rien sur mon problème intuitif initial. Donc, il y a des gens qui préfèrent dire que c'est une absence de modèle formel plutôt qu'une absence de spécification, mais ça fait partie de ces querelles méthodologiques et des querelles d'interprétation dont je vous parlais dans la première partie. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail plus là-dessus, mais j'ai même vu des chercheurs qui passaient d'une formulation à l'autre. Visiblement, ils s'étaient fait engueuler en disant spécification, donc ils disaient modélisation après. Et voilà, il y a certains flottements sur quelle terminologie adopter là-dessus. Et en plus, alors, il y a une deuxième couche de difficulté. En plus de l'absence de spécification formelle, qui est que le machine learning, c'est de la métaprogrammation. C'est-à-dire vous programmez un algorithme d'apprentissage qui vous donne comme sortie un programme. Et c'est ce programme-là, ou modèle instancié, c'est ce programme-là que vous allez exécuter sur vos données et qui va vous donner vos résultats pertinents. Vous rajoutez une deuxième couche d'abstraction. Il y a un premier calcul qui vous crache un programme, et c'est ce programme-là que vous exécutez pour avoir les résultats qui vous intéressent. Donc, non seulement quand on se dit est-ce que le scientifique des SSS a besoin de connaître le calcul, alors non seulement il y a le calcul du programme, mais il y a le calcul du programme qui a créé ce programme. C'est-à-dire le calcul d'apprentissage. D'ailleurs, en général, en machine learning, quand on dit algorithme, en fait, on parle de l'algorithme d'apprentissage. Et le produit de ça, on ne l'appelle pas l'algorithme, on l'appelle le modèle. Vous voyez ? Donc je vais pas me lancer là-dedans, mais vous voyez que ça sera vraiment trop compliqué, mais vous voyez que vous rajoutez une deuxième couche en fait, encore dans le machine learning. Mais alors, est-ce que tout ce que je vous ai raconté est sans pertinence? Est-ce que je vous ai embêté avec la première partie pour rien? Parce que je viens de vous dire qu'il n'y a pas de spécification et toute ma première partie tournait autour des difficultés de traduction, de formalisation d'un problème dans sa spécification. D'un problème intuitif, traduit en la spécification d'un problème formel. Eh bien non, en réalité, cette façon de réfléchir, elle continue d'être pertinente à mon sens, parce qu'en fait, vous avez une formalisation implicite et partielle, mais dans le choix des métriques de performance. Donc les métriques de performance, c'est la quantité que vous choisissez de définir pour guider votre apprentissage. Donc c'est ce que votre apprentissage doit optimiser pour être un bon apprentissage. Et en fait, je vais vous montrer que ça nous fait revenir à des problèmes assez classiques d'interprétation des statistiques aussi, et que ça constitue en fait une forme de formalisation partielle de vos intuitions de départ. Alors,
sachant que donc cette histoire de métrique, revenons donc à la question d'intuition et validation, mais sur les métriques cette fois-ci, une grande difficulté à définir les métriques est un problème bien connu du traitement automatique de la langue. Qu'est-ce que c'est qu'un texte pertinent pour une question, par exemple? Ou qu'est-ce que c'est qu'un texte écrit dans le même style qu'un autre texte? Et comment vous reconnaissez que vous faites ça bien ou mieux qu'avant? C'est pas évident, évidemment. On est sur des outils sur des choses très complexes en traitement automatique de la langue, et ça crée une difficulté particulière de définition des métriques de performance, qui n'est pas unique au traitement automatique de la langue, mais qui est très bien senti et très bien identifié dans ce sous-domaine-là. Alors, c'est très bien connu et très bien identifié. En même temps, on n'en fait pas grand-chose parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais ça fait partie de ces problèmes dont tout le monde a conscience, mais auxquels personne ne touche parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais ce problème est très présent en traitement automatique de la langue. Et mon exemple, c'est un exemple de traitement automatique de la langue. Alors, en plus, si vous voulez, là, on est vraiment dans des approches très statistiques. Donc, quand vous regardez les métriques, c'est pas évident qu'on les présenterait toujours. C'est moi qui interprète là, hein, c'est pas forcément la terminologie des auteurs, mais c'est pas évident que tous les métriques sont pensées d'emblée comme des définitions ou comme des modèles d'un concept, ou des définitions d'un concept comme des modèles d'un phénomène. Mais parfois, on peut dire que c'est juste en fait une mesure bruitée du phénomène d'intérêt. C'est-à-dire que, en gros, je cherche pas à définir ce que voulaient dire les choses. Par exemple, qu'est-ce qu'un thème? Je cherche à trouver une quantité qui varie dans le même sens que l'identification des thèmes. Donc c'est juste, je cherche un phénomène fortement corrélé à mon phénomène initial. Comme ça, j'ai pas besoin de le définir, j'ai juste besoin de quelque chose qui varie dans le même sens. C'est tout. Donc quand par exemple je change de thème dans le texte, je veux trouver une quantité qui change de sens d'évolution, vous voyez. Afin que ça me permette de suivre, de guider l'apprentissage d'une manière qui sera fortement corrélée à notre intuition de ce que c'est qu'un thème, même si je définis jamais qu'est-ce que c'est qu'un thème. Donc c'est une mesure bruitée en fait, par une quantité corrélée. Le problème qu'on s'est rendu compte, c'est que même avec cette approche très modeste conceptuellement, qui est vraiment une approche pragmatique de je vais trouver un phénomène fortement corrélé à mon phénomène initial, même si je suis pas capable de le définir, même avec cette approche très pragmatique, eh bien, des fois, on se plante. Et on se plante de manière désagréable, c'est-à-dire que non seulement on se plante, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et il faut faire des travaux assez poussés pour se rendre compte qu'on a mal défini la métrique. Alors ça, c'est le plus embêtant, évidemment, parce que quand on peut s'en rendre compte au bout de 5 minutes, ça va, mais quand il faut faire des articles de recherche entiers pour se rendre compte que ça ne marche pas, c'est plus embêtant. Donc, par exemple, il y avait une métrique qui a été proposée, qui était ce qu'on appelait la perplexité du modèle, c'est-à-dire à quel point la phrase que est en train de lire votre modèle est peu probable à ses yeux. C'est-à-dire que quand votre modèle regarde un nouveau passage du texte, est-ce que ça correspond à une phrase qu'il aurait pu prédire avec une très forte probabilité, donc une phrase attendue en quelque sorte par votre modèle, ou est-ce qu'au contraire c'était une phrase qui avait une très faible probabilité pour votre modèle? Et ça, ce serait l'indication qu'il y a une rupture de continuité dans votre texte. Par exemple, vous êtes en train de changer de sujet. Et donc, c'est pour ça que votre modèle est surpris. Vous voyez, ça, c'était la mesure dite de perplexité qui avait été essayée. Et puis, malheureusement, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. On essaie vraiment de comparer très systématiquement l'intuition des gens sur ce que c'était qu'un thème et un changement de thème et la métrique de perplexité. Et non seulement c'était pas corrélé, en fait, mais même, c'est plus grave que ça, par moment, c'était anticorrélé. Donc ça variait dans le mauvais sens. Donc vous voyez que même quand vous êtes modeste conceptuellement, vous pouvez avoir des ennuis. Et alors, on a essayé de remplacer par des métriques, je ne vais pas vous définir ça dans le détail parce que c'est compliqué et je n'ai pas fini le travail là-dessus d'ailleurs, mais on a remplacé ça parfois par des métriques de cohérence, qui sont donc censées vous dire que d'augmenter si les thèmes que vous identifiez deviennent cohérents. Le problème, c'est que c'est pas qu'on n'en a pas des mesures de cohérence, c'est qu'on en a trop. Là, je vous en ai mis que quelques-unes. Étonnez pas sur le slide, la liste. Juste pour vous, voilà, pour vous montrer. Il y en avait d'autres, j'ai pas pu tous les mettre sur ça, il y en a trop. Et vous voyez qu'il y a plein de décisions de modélisation, là, à nouveau, que vous êtes obligé de prendre. Alors, c'est quoi ma mesure de l'information mutuelle, par exemple? Quelle est ma mesure de similarité des vecteurs représentant mes tokens? Quel type de segmentation, quel type de fenêtre je regarde quand je fais défiler mon texte. Et alors vous voyez qu'en même temps, mais ces différentes définitions, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute façon j'en serais incapable pour certaines.
Mais vous voyez qu'il y a certaines qui peuvent être vues comme des variations des mêmes métaparamètres. Par exemple, réponse à la question quelle est ma notion d'information. Vous voyez, il y a des moments où c'est normalized pointwise mutual information, par moments où c'est autre chose. Quelle est ma mesure de la similarité entre des vecteurs représentant des éléments linguistiques, etc. Mais il y a des moments où c'est même pas les mêmes métaparamètres, c'est-à-dire que ça répond même pas à la même question en réalité. Hein, vous voyez, il y a des mesures de confirmation dans certains cas, comme la mesure de la connaissance de Fertelson, qui n'existe pas dans d'autres. Vous avez plein de différentes façons de concevoir la fenêtre d'attention de votre modèle. Enfin bref, c'est une pluralité chaotique. Et alors, juste avant de passer, donc pour finir, et je vais essayer de me presser parce qu'il ne faut pas que je sois trop long, pour finir cette deuxième partie, donc où je défends l'idée qu'en réalité l'interprétation des métriques du machine learning reproduit à sa façon des problèmes plus classiques qui sont ceux de la traduction de problèmes intuitifs par une spécification formelle d'un calcul. Je tiens à insister avant de finir là-dessus que ce problème du rapport entre les sciences sociales et le calcul, je ne le conçois pas ici. Ce dont je parle, ce n'est pas un problème de dialogue entre des expertises limitées. C'est un problème de dialogue entre des problèmes et des méthodes. D'accord ? Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les choses que je regarde là, vous les aurez aussi si vous êtes un génie presque cosmoplanétaire, qui est à la fois un grand. Vous êtes à la fois un médaille Fields et vous connaissez tout Bourdieu par cœur depuis que vous avez 12 ans, bah vous aurez quand même ce problème. C'est-à-dire que c'est un problème de communication entre ces deux savoirs que vous avez. Ce n'est pas un problème de limitation de votre savoir. D'accord. Alors évidemment, la limitation de nos savoirs, avec laquelle nous devons tous vivre, va rajouter plusieurs couches de merveilleux et d'amusement à ce problème. Mais peu importe en réalité que ce problème se passe dans votre tête géniale qui connaît tout, ou par la communication entre différents spécialistes de différentes disciplines qui sont chacun limités évidemment dans ce qu'ils peuvent savoir et maîtriser. C'est pas un problème de limitation d'expertise. C'est pas un problème de communication interdisciplinaire. C'est un problème de dialogue entre différents problèmes et différentes méthodes. Et donc, il continue à se poser même quand il n'y a pas de limitation d'expertise. Donc, quelle que soit la façon dont vous concevez les relations entre sciences sociales et méthodes computationnelles, est-ce que le sociologue doit apprendre des méthodes computationnelles? Est-ce que l'informaticien doit apprendre de la socio ou de l'histoire? Ou est-ce qu'au contraire, on doit avoir une équipe bidisciplinaire où on se passe des tâches l'un à l'autre et puis on se renvoie la balle sans savoir exactement ce que fait l'autre, mais en ayant quand même une surface de communication entre les deux? Peu importe, en fait. Peu importe. Le problème va demeurer. Et vous allez toujours vous demander qu'est-ce que vos méthodes computationnelles ajoutent, notamment par rapport aux méthodes qualitatives qui peuvent déjà exister dans votre domaine. Et vous allez aussi vous demander non seulement qu'est-ce que le spécialiste des sciences sociales doit comprendre au calcul, mais aussi, même chose, parce que c'est une surface de contact, ça marche dans les deux sens, d'accord ? Le touchant est toujours touché. Comme disait je ne sais plus quel phénoménologue. Le touchant est toujours touché, donc non seulement le sociologue doit comprendre, doit se poser des questions sur ce qu'il doit comprendre en informatique, mais l'informaticien doit aussi se poser la question converse, qu'est-ce qu'il doit comprendre au sens social pour être capable de livrer des outils qui ont un sens pour ses collègues ou pour l'autre partie du cerveau, dans le cas où c'était le génie cosmoplanétaire que je vous décrivais. Voilà. Qu'est-ce que la partie droite de mon cerveau a besoin pour satisfaire la partie gauche? Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pas une question de limitation d'expertise, même si ça sera évidemment passionnant d'en parler. C'est vraiment une question, encore une fois, méthodologique de dialogue entre problème et méthode que l'on connaît, mais pour lequel on n'a pas en réalité d'approche systématique, encore une fois. Alors, ma question de départ, moi, c'était, alors, je vais insérer donc une minute d'autopromotion dépourvue de toute honte. Donc, ça fait partie d'un projet que j'ai mené donc, pour l'université de Tübingen pendant 3 mois, qui était en fait de faire d'abord une base de données contenant les noms des chercheurs. Alors, dans ce que j'appelle l'éthique numérique, donc c'est tout le secteur, si vous voulez, éthique de l'informatique, éthique de l'IA, éthique de la transformation numérique, etc. Toutes ces choses-là, je les regroupe là-dedans. J'essaie de faire une base de données de chercheurs
en sachant qui ils sont, où ils sont, quelle est leur formation, quels sont leurs thèmes de recherche, sur quel projet ils travaillent, avec qui ils collaborent, etc., etc. Pour l'instant, j'ai fait un travail assez bien développé pour la France et l'Allemagne. Donc, c'est la première publication sur la France et l'Allemagne. J'ai déjà pas mal de données sur la Belgique, l'Autriche, la Suisse. Et puis, on va continuer et puis on va conquérir le monde, mais doucement parce que ça prend du temps. Donc ça, on est déjà pas loin du millier de chercheurs pour la France et l'Allemagne, dans les 900, je pense plutôt. Donc il y a ça qui peut servir évidemment à tous vos collègues dans le domaine pour chercher des intervenants, faire de la biblio, etc. Faire du recrutement même. Je crois que la première usage de ma base de données, c'était pour un recrutement. On m'a demandé, y aurait-il un gars dans ta base de données qui, vous pouvez les regarder, hein, c'est fait pour ça. Je vais essayer de faire une carte aussi à partir de ces données-là, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut vous présenter de façon assez jolie sur les cartes. Et j'arrête mon slide publicitaire. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est la dernière partie, c'est-à-dire le fait de faire du développement machine learning sur les données que j'ai très péniblement recueillies, et d'essayer de voir notamment quelles sont les tendances dans ce domaine. Parce que c'est intéressant en soi, et aussi parce qu'en fait, ça peut faire commencer la conversation qui est notre conversation d'aujourd'hui, qui est celle du dialogue entre les méthodes informatiques et les méthodes sciences sociales. Les gens, en général, les chercheurs ont des opinions très fortes, comme on dit, ils ont beaucoup d'expertise domaine, comme on dirait dans l'industrie, sur c'est quoi les thèmes de recherche de leur domaine. Donc c'est quelque chose sur lequel ils ont une idée forte. Donc si vous leur crachez un résultat de machine learning là-dessus, ils vont très probablement avoir une opinion. Et donc c'est bien parce que ça fait réagir. Et ça commence ce dialogue entre est-ce que ces méthodes de machine learning elles nous apprennent vraiment quelque chose, qu'est-ce qu'elles sont utiles, etc. etc. Sur quelque chose sur lequel les gens auxquels vous parlez ont une expertise domaine très très puissante. Voilà, donc c'est pour faire causer, tout simplement, pour faire causer. Alors, donc je rappelle donc, ce que je vous ai dit brièvement, je repasse là-dessus parce que il me reste combien de temps, Alberto? Je ne suis pas trop long? Il faut que je laisse du temps pour les questions, Thomas. 20 minutes encore? Bon, moi, je vais finir vite fait, ça, il y aura du temps pour les questions, il n'y a pas de souci. On est bon. Donc, le processus par lequel on détermine ce que c'est qu'un thème. Alors, un thème, encore une fois, ça peut être le thème d'un texte ou d'une autre unité de discours, ça peut être le thème d'un individu. Les thèmes, ça peut être le thème d'une certaine communauté. Ici, on parle d'une communauté entière, même si pour l'instant, évidemment, elle est réduite de par les difficultés de la collecte de données à grande échelle à la France et l'Allemagne, mais le but, c'est d'embrasser la communauté dans toute sa diversité mondiale à la fin. Donc, quand vous faites ça, quand vous répondez à la question, si je vous pose la question, quels sont les thèmes de votre domaine de recherche? C'est quelque chose qui est intuitif, il n'y a pas d'emploi d'une méthode systématique, les gens vont juste se mettre à fouiller dans leur mémoire et puis ils vont se mettre à vous sortir les choses très spontanément. Encore une fois, si je vous demande comment est-ce que vous avez fait, même a posteriori, vous aurez beaucoup de mal à m'expliquer. Je vous pose la question et puis les thèmes apparaissent dans votre esprit et vous me les donnez. C'est ça à peu près la méthode. Il n'y a pas il n'y a même pas d'explicitation d'une méthode, même a posteriori. Et pourtant, c'est assez robuste. C'est-à-dire que si je demande à deux chercheurs d'un domaine quels sont les thèmes de leur domaine, je pense que leurs réponses vont très significativement se recouvrir. Ça ne me choquerait pas du tout qu'il y ait plus de 80% d'accord. Alors, il y aura des petites engueulades. Ah oui, mais tu as oublié ce thème, tu as oublié mon dernier papier, etc. Enfin, il y aura des petites disputes, mais ça peut se résoudre assez vite. Et je pense que si vous prenez des gens qui sont vraiment dans la même communauté, vous aurez en fait un accord très très fort sur c'est quoi les thèmes de recherche. Donc, ce qui complexifie encore notre problème, c'est-à-dire que si je compare ce que me crache une méthode de machine learning en modélisation de thèmes et la réponse d'un chercheur du domaine auquel je pose la question, non seulement, je peux comparer les résultats, même si c'est difficile, comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises dans l'exposé, mais je ne peux pas comparer les méthodes. Parce qu'il y a un des cas où je n'y ai pas accès. Et en fait, la chose la plus opaque ici, ce n'est pas l'IA opaque, c'est le cerveau humain, qui est ultra opaque sur ces choses-là. Donc, en fait, savoir qu'est-ce qu'un thème de recherche, c'est quelque chose d'aussi opaque que qu'est-ce qu'un chat, en fait. C'est vraiment le même genre de concept intuitif.
Et j'ai trouvé ça très rigolo de voir qu'on a ce genre de pratique intuitive aussi en recherche, en fait. Et pas uniquement quand on cherche à caresser un chat. Ce qui pose des questions donc assez perturbantes sur le rôle du savoir tacite, en fait, et intuitif dans les pratiques scientifiques. Donc, si vous comparez par exemple à la façon dont ça se passe, alors là, pour vous dire la méthode qu'on comprend le mieux, j'en ai utilisé plusieurs, je vais revenir là-dessus, mais celle qui est le plus facile à présenter, c'est la méthode dit LDA, Latent Dirichlet Allocation, donc allocation latente de Dirichlet, qui est la méthode canonique hein, en modélisation de thèmes, c'est la plus connue, la plus utilisée, c'est la méthode canonique, quoi. En fait, vous verrez que c'est une représentation qui est très rigolote parce qu'elle fait beaucoup d'hypothèses très étranges, notamment quand vous faites de la modélisation à la Dirichlet, vous dites en fait que les thèmes d'un texte ou d'un document, on dit plutôt dans la terminologie experte, un document préexiste en fait à ce document. Et en fait, le document est vu comme étant généré par les thèmes. Donc en gros, les thèmes, ce sont des grands sacs de mots. Et à chaque fois que pour générer le texte, alors vous faites un premier échantillonnage aléatoire, vous choisissez l'un des thèmes en fonction de à quel point ils sont dominants. Et après, vous faites un échantillonnage au sein du sac de mots en fonction d'une distribution de probabilité qui est propre à ce sac de mots. Et ça vous crache le mot suivant de votre texte. Alors c'est très étrange, vous voyez, parce que on dirait presque une forme de platonisme du thème, alors que nous, on conçoit plutôt spontanément le thème comme une abstraction sur le texte qui est l'objet premier. Et en fait, il faut voir que c'est un aspect algorithmique très amusant, comme souvent en mathématiques, en réalité, on traverse plein de domaines. Et là, ça vient de la génétique des populations au départ, en fait. C'est l'allocation de Dirichlet, ça vient de la génétique des populations, où on regarde une population d'individus qui existent, on a accès, on a une connaissance des gènes de leurs ancêtres, et donc on essaye de deviner leurs ancêtres à partir de leur patrimoine génétique, mais évidemment, ontologiquement, on pense que les ancêtres existent avant leurs descendants. Donc c'est normal d'avoir ce point de vue génératif quand vous parlez de la génétique des populations, évidemment. Mais c'est beaucoup plus étrange quand vous passez, quand vous passez évidemment à quelque chose comme la modélisation de thèmes. Mais c'est le même algorithme en réalité que vous employez. C'est pour ça que vous avez des espèces d'hypothèses platoniciennes un peu étranges. Oui. Et après, ça vous crée donc des choses qui sont des sacs de mots qu'on identifie donc avec le sommet du panier, c'est-à-dire les mots les plus fréquents selon la distribution de probabilité qui est spécifique à votre sac de mots. Et alors, il y a plein de questions. Et après, je vous dis, il y a cette espèce de petite couche d'intuition qui se rajoute tout à la fin et qui est très perturbante. Je choisis combien de mots pour identifier le thème. 3, 4, 5, 6, 7 plus fréquents. Ça change un peu, hein, selon le nombre, mais il n'y a pas de règle d'or pour ça. Et après, comment est-ce que je résume ces quelques termes sous un mot ou une phrase qui décrirait vraiment le thème de ce sac de mots? Et comment je fais ça d'une façon non arbitraire? Là aussi, grosse obscurité. Et comme je vous l'ai dit, bon, il y a des fois où c'est complètement évident, vous allez voir dans certains cas, c'est complètement évident. Dans d'autres, ça ne l'est pas du tout. Et donc, c'est assez problématique pour la validation des résultats. Donc, quelques mésaventures. Donc, pour vous dire encore une fois que cette idée de revenir à la question intuitive initiale, elle se trouve aussi dans cette confrontation aux métriques du machine learning. Elle s'est trouvée dans cette recherche que j'ai faite. Pour vous donner un peu plus de détails là-dessus, comment ça se retrouve dans ce cas particulier. Donc, ce que j'utilise là, c'est des descriptions des chercheurs par eux-mêmes. D'accord, je vais sur leur page web, hein, en gros, c'est ça, institutionnel ou personnel. Puis il y a toujours le petit texte où le chercheur, la chercheuse se présente, vous dit d'où elle vient et ce qu'elle fait. Et donc, c'est ça que j'aspire. Et après, j'essaie de voir les thèmes de recherche du domaine à partir de ces descriptions-là. D'accord, c'est ça mes sources. Hein. C'est de l'autodescription. Alors, vous voyez déjà qu'il y a un problème que j'ai mis sous le tapis ici, que je vous ai juste passé, il y a un problème de choix de base de données ici. Notamment, je suis convaincu, je n'ai pas encore fait tourner le programme dessus, mais j'ai collecté les données déjà, je suis convaincu que si vous prenez les publications des gens plutôt que leur autodescription, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Vous serez ébloui du voir du nombre de chercheurs qui décrivent leur thème de recherche, et dans leur thème de recherche, il n'y a pas le thème de leur dernier article.
J'ai vu ça je ne sais pas combien de fois. C'est très très frappant. En réalité, si vous posez la question à quelqu'un, comment décrivez-vous, dites-moi quels sont vos thèmes de recherche, et vous regardez la liste de leurs dernières publications, ça colle pas pour plein de gens. Non mais vraiment, ça ne colle pas du tout. Genre vraiment, le thème du dernier article, il n'y est pas. Il y a des gens qui ont fait un dernier article sur la vie privée et les algorithmes, et le thème vie privée n'apparaît pas dans leur autodescription. Donc là, il y a un choix de base de données qui est vraiment très très significatif. Très très significatif. Je vais comparer les résultats donc bientôt. Ça y est, j'ai les données, je finisse de les nettoyer. Je vais réexécuter l'analyse là-dessus et je suis sûr que ça sera significativement différent, les résultats finaux. Donc, mais je passe là-dessus. C'est un autre problème encore du machine learning qui est le choix de la base. Et alors, ce qui se passe au début, en fait, c'est que vous avez des résultats qui sont formellement corrects, mais aberrants par rapport à ce que vous cherchez. Quels sont les thèmes les plus fréquents au début? En fait, les thèmes les plus fréquents, c'est les thèmes qui décrivent le domaine en général. Donc, la première fois que j'ai fait tourner le programme, qu'est-ce que j'avais comme réponse? J'avais digitalisation, éthique, politique, société, informatique. C'est intéressant, merci. Sauf que ça n'a aucun intérêt, en fait. Donc, vous avez ce terme de stop words en NLP. Les stop words, c'est les mots qui ne décrivent pas les thèmes parce que c'est les mots qu'on a tout le temps. Donc, le, la, du, de, etc. Les, c'est des mots qu'on élimine quand on fait l'analyse parce que c'est des mots qui ne disent rien sur le thème d'un texte particulier parce qu'ils sont là tout le temps. Et en fait, quand vous faites ça, quand vous faites de l'analyse de thème, vous êtes obligé d'allonger votre liste de stop words pour inclure les termes génériques du domaine. Parce que les termes génériques du domaine ne décrivent pas c'est la frontière externe du domaine. Alors, ce qui vous intéresse, c'est les frontières internes. Donc, vous êtes obligé de les ajouter, mais vous êtes obligé de les ajouter à la main. Vous êtes obligé de faire tourner votre programme, d'échouer lamentablement, d'ajouter tous les termes qui vous ont fait échouer et de relancer. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, vous vous retrouvez qu'avec des termes génériques. Et puis après, il y a des choses qui ne sont pas génériques, mais qui ne décrivent pas des termes de recherche, qui décrivent autre chose. Donc, moi, au début, je me suis retrouvé avec parmi mes résultats les plus importants, enfin même à la fin d'ailleurs, finalement, dans certaines méthodes, je retrouve encore ça, j'ai des résultats comme DFG. DFG, c'est l'ANR en Allemagne, en fait. Donc, thème de recherche, l'ANR. Non, évidemment, quelqu'un qui vous dit qu'il fait un projet ANR, mais c'est pas un thème de recherche. Ou alors j'ai DIID parce que c'est un des plus grands, c'est Düsseldorfer Institut für Internet und Demokratie, donc c'est un des plus grands instituts du domaine. Et donc son nom apparaît dans les thèmes les plus fréquents si vous y aller de façon naïve. Mais le problème, c'est qu'à la fin, vous ne pouvez pas tout rajouter dans la liste des stop words à l'infini. Donc vous finissez toujours par avoir des résultats un peu aberrants comme ça, qui ne sont pas ce que vous vouliez au départ. Donc vous voyez bien que vous êtes obligé de revenir à des choses qui pour vous étaient évidentes et qui étaient si évidentes que vous avez spontanément exclues, mais malheureusement, il va falloir le dire et le dire à la main à votre programme, parce que pour lui, c'est un thème du document. C'est juste que ce qu'il appelle thème du document, c'est pas ce que vous sélectionnez spontanément. Donc même un concept intuitif très simple peut être objet de mésinterprétations graves, qui pourriraient complètement vos résultats si vous ne faites pas les ajustements nécessaires. Vous voyez alors, une autre chose donc, il faut que je vous mentionne pour finir, c'est... donc toujours, là, c'était l'aspect, disons, revenir à la question, valider les résultats, disons, hein, par rapport à nos problèmes initiaux. Là, je vais vous parler du problème pluralité, hein, qu'on avait identifié au départ. Donc, pour ça, il faut que je fasse une petite mot d'introduction. Donc, ce qu'on fait normalement en machine learning, quand on aborde un nouveau problème avec de nouvelles données, on fait ce qu'on appelle du baselining, enfin du baseline model. C'est-à-dire, on fait volontairement un modèle très simple, off the shelf, donc un petit modèle tout prêt. On ne va pas chercher des modèles compliqués, on ne va pas faire du fine-tuning de paramètres. On fait un petit modèle naïf, tout simple, pour voir ce que ça donne. Et après, on va chercher à améliorer les paramètres, on va chercher des méthodes plus sophistiquées pour voir si ça nous apporte vraiment quelque chose en plus. Donc pour comprendre un petit peu quelle est la valeur ajoutée, si vous voulez, de méthodes plus compliquées. Alors, c'est évidemment pas facile d'évaluer ce que c'est que vous regardez. Il y a toutes les questions de combattre contre la suroptimisation, réduire les coûts de calcul, être capable d'interpréter les résultats, etc. Mais vous vous donnez un petit résultat de base, et après, vous essayez de voir ce que la complexité vous rajoute. D'accord ? Et on voit si vos métriques de performance, évidemment, et c'est vos métriques de performance qui vous permet de faire cette comparaison, d'accord ? C'est elle qui vous dit que si je passe à un modèle beaucoup plus compliqué, oui, je gagne 10%, c'est super, il faut absolument que je fasse ça. Ou alors, là, j'ai à moitié massacré la forêt amazonienne rien que pour faire tourner ce calcul, tellement j'ai fait tourner de GPU, et en réalité, j'ai gagné 0,4%. Oui.
Et il y a aussi cette question toujours très, très structurelle en analyse statistique. Vous cherchez à séparer le signal du traitement, enfin le signal du bruit. Le problème, c'est qu'il faut toujours rappeler que vous aurez beau torturer vos données, elles ne peuvent pas vous dire ce qu'elles ne savent pas. Donc, par moment, l'ajout de méthodes plus complexes ne vous dit rien de plus, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Vos données n'ont rien à cracher. Elles n'ont rien à cracher. Vous pouvez les torturer autant que vous voulez, elles ne cracheront rien parce que vous êtes arrivé au maximum du signal qu'il y a dans les données. Et parfois, ce signal, il est faible, tout simplement. Il n'y a rien à y faire. Donc, c'est aussi pour vous rendre compte de ça que vous faites tout ça. Alors, quel est le rapport entre ça et la question de pluralité des formalisations? Alors, donc, ce que j'ai fait, si vous voulez, les modèles que j'ai fait pour faire cette comparaison baselining, disons. Alors, d'abord, j'ai fait un modèle volontairement stupide, qui n'est même pas un modèle de modélisation de topic, c'est juste faire une analyse des fréquences de termes. Donc ça, c'est même pas considéré comme du topic modeling au sens propre, d'accord? C'est juste vraiment le nuage de mots, vous voyez, dans les émissions télé où ils font des nuages de mots, c'est ça. C'est vraiment la chose la plus bête qu'on puisse imaginer. Après, j'ai fait donc la méthode canonique, la méthode de LDA, évidemment, parce qu'elle est canonique. Puis après, j'ai fait BERT Topic, donc qui est quelque chose qui est basé sur un grand modèle de langage, donc qui est de l'IA opaque, basé sur des réseaux de neurones. D'accord. Donc de plus en plus, des modèles de plus en plus sophistiqués qui sont d'ailleurs basés sur une modélisation de plus en plus sophistiquée de la sémantique. Et puis là-dessus, j'ai fait des implémentations naïves, donc direct du package sans essayer de raffiner. Et puis après, des choses avec du fine-tuning de paramètres. D'accord. Donc c'est comme ça que je fais mon baselining. J'essaie d'avoir des choses plus sophistiquées. Alors qu'est-ce que ça donne sur notre question de la pluralité des résultats, pour bien vite fait? Alors, quand vous faites de l'analyse de fréquence, alors l'analyse de fréquence, ouais, c'est très simple. C'est juste votre programme, il lit vos mots et il identifie les mots comme des chaînes de caractères. Il n'y a aucune sémantique, en réalité, c'est purement syntaxique comme approche. Et puis, il fait des calculs de fréquence et il vous ressort les termes les plus courts. Donc, à partir du moment où vous avez une bonne liste de stop words qui vous élimine les mots qui n'ont pas d'apport thématique, normalement, ça devrait vous dire quelque chose sur les mots les plus fréquents du texte. Bon. Sauf que, donc, il n'y a pas l'opacité de la méthode, d'accord? Vous voyez, là, tout le monde peut comprendre ça. Même quelqu'un qui n'a aucun bagage en programmation, en statistique, en maths, peut très bien comprendre ça. Le problème, c'est que c'est justement, plus c'est simple, plus c'est dur à comprendre. C'est-à-dire que le résultat est opaque, précisément parce que la méthode est simple. C'est-à-dire, par exemple, quand je vois le mot travail qui sort, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est travail comme la transformation du travail par l'IA, auquel cas ça fait partie de mes thèmes de recherche, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit le professeur Dr. Schmidt, le travail du professeur Dr. Schmidt se concentre sur, auquel cas c'est une description générique du travail de la personne, c'est pas un thème. Alors lequel c'est? J'en sais rien, et je peux pas le savoir avec de l'analyse de fréquence comme ça, parce qu'il n'y a pas de sémantique. Il y a plein de choses qui sont très ambiguës dans vos résultats quand vous employez ça. Par exemple, je vois des mots qui apparaissent comme réseau, processus, système. Mais est-ce que c'est dans le sens informatique ou c'est dans un sens plus générique? À nouveau, j'en sais rien et je ne peux pas le savoir. Donc là, ce qui se passe, et puis il y a des absences très bizarres. Pourquoi j'ai des choses sur la vie privée qui apparaissent dans les autres méthodes et qui apparaissent pas en analyse de fréquence pure? Pourquoi? J'en sais rien. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que plus la méthode est simple, plus les résultats sont opaques. Alors, j'emploie pas le terme d'interprétabilité qui est très à la mode ou d'explicabilité qui est très à la mode en machine learning parce que c'est une terminologie qui est atroce. Il faut que je finisse, donc je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est atroce comme terminologie en fait. Ça crée des mots de tête pas possibles. Mais si je le disais dans cette terminologie-là, on parle parfois non seulement d'interprétabilité, on parle évidemment en général d'interprétabilité de la méthode ou du programme, mais on parle aussi parfois d'interprétabilité des données et d'interprétabilité des résultats. Et là, ce que vous voyez très clairement sur un objet sémantique comme un thème, c'est que l'interprétabilité de la méthode est non seulement décorrélée, mais anticorrélée avec l'interprétabilité des résultats. C'est-à-dire que plus ma méthode est simple, plus mon résultat est incompréhensible. Donc c'est deux choses en fait qui sont complètement décorrélées. Ce qui est évidemment important pour la question de est-ce que j'ai besoin de comprendre le calcul? Vous voyez? Alors, je finis donc en LDA. C'est beaucoup. Alors, c'est déjà plus raffiné, si vous voulez, parce qu'il y a des distributions de probabilités qui sont internes
au sac de mots qui représente votre topic. Mais là aussi, vous savez que vous faites des hypothèses qui sont fausses en toute généralité. Il y a toujours cette idée que si vous avez le même thème d'entre deux documents, alors vous devez trouver les mêmes mots. Mais c'est complètement faux en toute généralité, vous le savez. Là, je vous ai fait des exemples à la main. Ces deux textes-là parlent de plage la nuit. D'accord ? Sauf que dans le deuxième, les termes plage et nuit n'apparaissent pas. Donc ça ne l'empêche pas de parler du thème de la plage et de la nuit. Donc vous voyez très bien que vous avez fait une hypothèse là qui est fausse. Donc c'est déjà mieux parce que vous avez un peu de sémantique qui apparaît avec ces méthodes-là, mais vous savez très bien que vous faites des approximations grossières quand même. Et alors quand j'ai utilisé BERT Topic, alors je vous passe tous les détails, mais là, c'est là normalement on a la représentation à la fois la plus raffinée de la sémantique. Il y a une vraie tentative dans les modèles de langage opaque d'avoir quelque chose comme une sémantique contextuelle, notamment avec l'analyse des matrices de co-occurrence et ce qu'on appelle les mécanismes d'attention. Donc c'est des mécanismes qui essaient de savoir quel terme je dois regarder pour comprendre un autre terme. Je vous passe les détails. Donc là, il y a un vrai effort pour faire vraiment de la sémantique, si vous voulez, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus opaque. Et ça me donne toujours des résultats bizarres. J'ai pas le genre d'aberration que j'ai en faisant de l'analyse de fréquence de mots, mais j'ai des choses bizarres. Alors j'ai beaucoup d'overlap, c'est-à-dire j'ai des thèmes qui ont tellement de thèmes communs que intuitivement, en fait, on les aurait regroupés dans le même sac à la main, mais visiblement l'ordinateur le sépare et je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si c'est pertinent ou non. Vous voyez, il y a des différences très nettes avec l'analyse de fréquence, hein, notamment selon la méthode que vous regardez. Mes données françaises me parlent de problèmes économiques ou pas, selon la méthode. Donc là, on a vraiment un thème qui apparaît ou disparaît selon la méthode employée. Et puis en plus, il y a très clairement des bugs dans BERT Topic. Hein. Il y a un moment où il me signale multi et modal comme deux thèmes de recherche. Je pense qu'en fait, il a séparé les multimodales qui étaient en un mot, il en a fait une mauvaise tokenisation, et puis il le voit revenir souvent, et il en fait deux thèmes de recherche. C'est ridicule, c'est évidemment un bug. Et ça va contre une chose qu'on dit souvent, c'est l'apprentissage profond, on n'a pas besoin de faire de pre-processing du texte. On dirait bien que oui, parce que là, vraiment, la tokenisation a échoué. Donc, en approche naïve, en tout cas, ça ne marche pas. Vous êtes obligé de faire un peu plus de nettoyage que ça. Mais, alors, je vous le dis, je ne vous donne pas le détail, sinon ce serait trop long, mais j'ai quand même des choses qui sont assez robustes. D'entre mes trois méthodes, j'ai des choses qui sont partagées, d'accord ? Et je conclus. Oui, je vais finir là-dessus. Je ne vais pas vous faire donc je finis là-dessus. J'ai des choses qui sont partagées, très nettement, mais est-ce que c'est parce que c'est vraiment les vrais thèmes, ou est-ce que c'est parce que j'ai finalement mes trois méthodes si différentes qu'elles soient partagent les mêmes hypothèses? C'est pas évident à répondre à cette question non plus. Et pour conclure, donc pour laisser un petit peu de temps aux réactions, après, donc j'ai fait, donc non seulement ça, j'ai fait ces trois méthodes, et puis après j'ai essayé de faire au moins un LDA avec fine-tuning de paramètres. Et donc ça me fait un saut en métrique de cohérence, qui est celle que j'utilise. C'est beaucoup mieux, sauf qu'en fait c'est pas mieux. C'est-à-dire que qualitativement, c'est pas mieux et c'est peut-être même moins bien. Parce que alors, je suis obligé de prendre trois thèmes, mais pas 5 comme je faisais avant, parce que c'est censé être plus optimal. Et ça fait que je perds des termes, en fait. Il y a des choses qui disparaissent. Et puis, en fait, les résultats, autrement, c'est pratiquement les mêmes. Donc, j'ai brûlé la moitié de la forêt amazonienne. Pourquoi ? Qualitativement, j'ai pratiquement rien gagné. Donc, vous voyez que le problème de faire du baselining, qui est est-ce que j'arrive à faire encore progresser ma métrique de performance, il se redouble d'un deuxième problème qui est que est-ce que faire progresser ma méthode de performance, ça me fait encore progresser mes résultats d'un point de vue qualitatif? C'est pas évident, mais ça ne veut pas dire non plus que votre métrique est complètement fausse et sans pertinence, vous voyez? Pas plus que le fait qu'à un moment votre progrès de performance s'arrête ne voulait dire que votre modèle est complètement débile. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'à un moment, ça s'arrête de marcher. Pourquoi? On ne sait pas trop. Et alors, je vous mets juste le petit slide de conclusion, de récapitulation là-dessus. Et je serai ravi d'écouter vos questions. Merci beaucoup. Quand tu distinguais les connaissances mathématiques et puis les connaissances de sciences sociales, à un certain moment, est-ce que ça
coupe la distinction entre approche intuitive ou approche formelle, ou est-ce que ces deux distinctions ne se recoupent pas? Je n'ai pas compris ce point. Alors non, la distinction, en fait, il n'y a pas de distinction sciences sociales et méthodes computationnelles. En droit, de toute façon, encore une fois, il y a une partie des sciences sociales qui sont nées mathématisées de façon poussée, que ce soit en théorie du choix social ou en certaines approches stats, économétriques, en économie théorique. Donc, il n'y a pas d'opposition. Je ne suis pas en train de vous dire que les méthodes de sciences sociales sont qualitatives ou intuitives ou en langue naturelle par défaut. On sait très bien historiquement que c'est faux. Il y a des mathématiques pour les sciences sociales depuis le début des sciences sociales et même peut-être même avant en fait, les sciences sociales. Si on les met au 19e siècle, les sciences sociales en général, il y a déjà des résultats comme ceux de Condorcet qui datent du 18e et certains outils statistiques qui commencent à apparaître aussi au 18e, début 19e, avant même qu'on ait des sciences sociales comme discipline. Donc il y a des choses qui sont mathématiquement natives, on va dire. Donc, je ne vais pas opposer, je ne veux surtout pas opposer méthode des sciences sociales et méthode formelle comme si c'était deux choses étrangères par nature, pas du tout. Mais pour poser, disons, la question initiale du jour de façon intéressante et disons qui sont un peu difficiles, je m'intéresse au cas où on parle de problèmes qui sont posés en termes entre guillemets intuitifs, parce qu'ils peuvent être déjà très très sophistiqués conceptuellement, mais en langue naturelle, disons, avec des concepts des sciences sociales qui sont naturels, et où ensuite on passe un peu plus tard à des méthodes plus formelles. En sachant que même dans les cas où je pense qu'il y a des choses qui sont nées sous forme mathématique dans les sciences sociales, il y en a beaucoup, il y avait quand même souvent en général des intuitions politiques, sociologiques, historiques qui étaient présentes derrière la formalisation elle-même, donc c'est pas sûr qu'on se soit complètement débarrassé de l'intuition parce qu'on a d'emblée écrit quelque chose en termes mathématiques. Pensez à ce que c'est que la représentation des intérêts par la microéconomie orthodoxe, par exemple. Dans quelle mesure est-ce que ça regroupe la notion intuitive d'intérêt? C'est pas du tout forcément une question à exclure d'emblée. Donc non, je ne vais surtout pas vous dire exclure les deux choses comme des deux ensembles dichotomiques, hein, ce n'est pas mon objet. Je m'intéresse au cas où très clairement on doit faire communiquer du qualitatif et du quantitatif. Tout simplement parce que c'est dur. Et donc c'est plus intéressant de faire un exposé dessus. Et je pense que c'est de toute façon extrêmement fréquent dans les sciences sociales, même dans celles qui sont fortement mathématisées. Mais c'est surtout pas dire que rejeter tout ce qui est sciences sociales d'emblée dans le qualitatif, ce qui est tellement évidemment faux d'un point de vue historique que ça n'a aucun sens. Oui, mais en fait, est-ce que tu t'es pas demandé si ces questions épistémologiques que tu te poses, ce sont des questions qui ont trait aux algorithmes, ou est-ce que ce n'est pas plutôt, enfin c'est une question que je me pose moi-même, plutôt à l'épistémologie des statistiques tout simplement. Et est-ce que tu as regardé un peu les littératures sur qu'est-ce qu'on dit sur la possibilité ou non de tirer des statistiques pertinentes? Parce que finalement, là, les ordinateurs, ils sont juste là pour faire du calcul, mais fondamentalement, on parle de statistiques. Alors ça, c'est une question très très difficile d'interprétation des enjeux philosophiques de l'apprentissage automatique que beaucoup de gens se posent en réalité, mais qui n'est pas vraiment coagulé comme un vrai thème de recherche dans la communauté, à ma connaissance. Oui, dans quelle mesure en réalité l'apprentissage automatique pose des problèmes philosophiques et notamment épistémiques nouveaux par rapport aux stats? C'est évident que ça reprend énormément de choses de la tradition, des traditions et des problèmes statistiques antérieurs. C'est assez évident. Enfin, comme disait mon ami, le professeur Bob Williamson, qui fait le fondement du machine learning à Tübingen, lui, il avait été ravi de découvrir Alain Desrosières, par exemple, quand il l'a découvert, hein, parce qu'il trouvait que c'était magnifique pour comprendre ce qu'il faisait en machine learning, alors qu'évidemment, Alain Desrosières est mort, malheureusement, nous a quittés bien avant que le machine learning moderne n'apparaisse. Donc voilà, on voit il y a une pertinence immédiate de la tradition de la pensée statistique pour le machine learning. Mais je pense il faut quand même pas tendre le bâton dans l'ensemble, c'est-à-dire ne pas aller contre la présomption de nouveauté de la littérature en disant que rien n'est neuf sous le soleil, parce qu'il y a des raisons assez évidentes
pour lequel il y a des choses neuves, en fait. Notamment, tu te souviendras peut-être, Henri, qu'en réalité, le succès des réseaux de neurones a choqué beaucoup de théoriciens des statistiques. Notamment parce qu'il y avait quand même cette approche par défaut qui disait que si votre modèle a plein de paramètres, tout ce qu'il va faire, c'est de l'overfit. Et donc, ça ne peut pas marcher. Il y avait des gens qui pensaient vraiment que ça ne pouvait pas marcher, ce genre de méthode. Et le fait qu'on ait réussi à des choses qui fassent autre chose que la suroptimisation sur la donnée et qui arrivent à généraliser de façon assez puissante, même si avec plein de limites, bien sûr, ça a été une énorme surprise pour certains statisticiens classiques. Et maintenant, il y a des gens en théorie des statistiques qui essayent de refaire les fondements de l'apprentissage profond pour élargir la théorie des statistiques, notamment ce qu'on appelle le Empirical Risk Minimization Framework. C'est une forme c'est un peu comme les mathématiciens qui courent après les physiciens. C'est-à-dire on essaie de mettre en place quelque chose de théorique qui permette de comprendre pourquoi ça marche, l'apprentissage profond. Donc ça, c'était quand même, il faut se rappeler que ça a été un choc, en fait, le succès de ces méthodes pour les statisticiens eux-mêmes. D'accord. Et puis après, il y a des... moi, j'ai tendance aussi à penser, il y a beaucoup de choses à dire pour répondre à ce que tu viens de dire là, mais j'ai tendance à penser que dès qu'on fait passer du calcul à l'échelle, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Forcément. Je veux dire, quand on change l'échelle du calcul, il y a toujours des sauts qualitatifs qui se produisent. Tu vois. Et là, on a eu évidemment aussi un saut qualitatif en termes de la masse des données, de la masse des calculs traités, qui fait que forcément, pour moi, il va y avoir quelque chose de nouveau. On ne fait pas augmenter un calcul de taille sans devoir sans devoir changer quelque chose derrière. Il n'y a pas de passage à l'échelle gratuit. Et il y aura plein d'autres choses à dire là-dessus. Donc oui, continuité et changement à la fois, et c'est ça qui rend ça très très dur de répondre sur le fond à ta question. Alberto, but quickly. A very quick question. Non, pardon, je fais en français. C'est juste un peu dans la foulée de la question d'Henri. Est-ce que peut-être aussi, parce que toi, à un moment, tu parles beaucoup de cet aspect de la formalisation, et je vois aussi que, par exemple, si je comprends bien, la question de la spécification, tu la poses à ces moments-là, pas avant. Peut-être avant, tu parles de problèmes, questions, mais pas spécification. Donc, je me demande, qu'est-ce que tu entends vraiment par formalisation? Parce que c'est peut-être au-delà juste des méthodes mathématiques, éventuellement applicables en statistique. Probablement, c'est là la dimension aussi informatique qui rentre en jeu, dans la notion de formalisation, et donc il fait aussi peut-être la différence vis-à-vis de dire, bon, mais finalement, c'est juste de la philosophie des statistiques ou des méthodes statistiques. Il y a quelque chose d'autre, un certain niveau aussi de formalisation des problèmes qui viennent de l'informatique et des questions. Mais je ne sais pas, c'est une piste. Alors là, ma terminologie était horrible parce qu'elle ne distinguait pas, pour aller vite, je n'ai pas distingué beaucoup d'enjeux subtils qui mériteraient d'être distingués. Notamment, je disais formalisation, en gros, dès qu'on parlait de mathématiques. Ce qui, évidemment, n'est pas la façon dont on dit les choses quand on fait de la logique et de l'informatique théorique. Il y a des sens plus forts de la formalisation, qui est ceux qu'on emploie souvent quand on fait de l'informatique théorique, quand on parle de spectres, notamment, et de méthodes rigoureuses, dont je n'ai pas évoqué l'apport propre ici. J'ai tout mis ça avec grossièreté dans le sac des maths. Mais alors qu'on sait bien que c'est un niveau de difficulté qui est supplémentaire. Mais ça, c'est juste c'est un problème à la fois de taille de la présentation et de gestion de mon temps qui a déjà été assez difficile, manifestement. Mais aussi, c'est un problème, si tu veux, que cette tradition-là, en machine learning, elle est peu représentée, en fait. La tradition logique et la présentation de méthodes formelles rigoureuses, elle n'est pas complètement absente, mais elle est peu représentée à cause justement de ce problème de difficulté de la modélisation formelle de ton problème. Donc j'ai tendance à la faire un peu passer sous le boisseau dans la mesure où justement le machine learning a tendance à prendre ses ailes quand elle n'est pas là, cette tradition-là. Mais ça ne veut pas dire évidemment que ça va rester comme ça tout le temps et que ça n'a pas de pertinence sur le long terme, parce que des gens qui essayent d'importer des méthodes plus rigoureuses pour la validation des résultats en machine learning, bien sûr qu'il y en a. Donc ça va se rajouter encore plus.